Bonjour à tous. Ça y est, on a tous nos micros allumés. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue parmi Bonjour, nous, bonjour. pour cette, une des dernières sessions de Devoxx. Donc profitez-en bien, c'est le moment. Aujourd'hui, on aura le plaisir de vous parler d'intelligence artificielle et de réalité augmentée, voire de réalité mixte, illustrée par le produit HoloLens. Donc, j'ai la chance de ne pas faire ça seul. Je ne sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou vous, du coup, mais on verra bien. J'ai le plaisir d'être accompagné par... Sébastien Beauvau, enchanté. Donc, je travaille chez Microsoft avec les équipes d'engineering Windows, donc pour accompagner les partenaires et les clients Microsoft sur le développement d'expériences sur Windows, y compris les applications de réalité mixte. Et aussi de... Christopher Maneux, bonjour à tous, je suis Cloud Developer Advocate chez Microsoft R&D. Bon, quant à moi, vous m'avez vu, je suis là, je ne vais pas me présenter plus que ça. Je travaille chez Microsoft et j'ai plaisir à accompagner les développeurs et partenaires à s'embarquer sur nos technos. Un agenda super simple, puisqu'on va aborder deux sujets, réalité mixte et intelligence artificielle. Et on va essayer de vous montrer pas mal de choses, plus que de parler. Donc le ratio sera plus de démos et moins de mots. On va commencer assez directement, c'est parti. Réalité mixte, tout le monde sait ce que c'est? Et c'est les gens qui ne savent pas ce que c'est. D'accord? Et c'est les gens qui n'ont pas expérimenté la réalité mixte. Alors, je pourrais vous inviter à aller vite après sur le stand Microsoft, parce qu'il y a des HoloLens disponibles. Franchement, ça vaut le coup. Vous loupez quelque chose si vous venez à Devoxx sans avoir fait cette expérience-là. On va essayer de voir ensemble un petit peu ce que c'est. Alors déjà, un petit état des lieux de l'environnement dans lequel nous vivons. Actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que l'informatique est devenue ubiquitaire. On en a partout. L'ordinateur est omniprésent. Vous ne pouvez pas faire un job sans être plutôt près que de loin en contact avec l'informatique. On la vit, on la construit, on la subit, peu importe, mais on est en contact avec elle. L'intelligence artificielle, elle s'installe. C'est une lame de fond. Vous l'utilisez tous dans cette salle déjà depuis plusieurs décennies, sans forcément le savoir. Dès que vous recevez une lettre, il y a de l'IA qui l'a traitée à un moment donné. Et plus ça va, plus on en entend parler, parce que plus ça va, plus elle est implémentée, plus elle nous concerne, et plus elle va changer la façon dont on va pouvoir utiliser cette informatique. Et enfin, les appareils que nous avons autour de nous, de plus en plus sont sensibles à leur environnement. Nous faisons partie de l'environnement de ces appareils. Donc de plus en plus, on va pouvoir interagir avec eux, de plus en plus, ils vont pouvoir comprendre ce qui se passe autour d'eux. Vous conjuguez ces trois éléments-là, et vous arrivez au paradigme qui est décrit sur la droite, où on va avoir une répartition de cette puissance de calcul, de cette intelligence et de cette expérience en général, entre le cloud, où on va avoir des éléments massifs, extrêmement puissants, mais assez loin, et puis des éléments qui seront beaucoup plus proches de vous, voire sur vous, qui eux auront une puissance de calcul moindre, mais qui auront le mérite d'être en contact avec vous et donc d'avoir un certain niveau d'information. Et on aura forcément un lissage, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments intermédiaires, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Et quelque part, ça fait un peu un pied de nez à l'histoire de l'informatique, telle qu'on l'a connue dans les années 70, où on avait une informatique extrêmement centralisée, avec du temps partagé, qui rappelle un petit peu, d'une certaine façon, le cloud qu'on voit aujourd'hui. Puis l'allergie à cela avec le client-serveur durant les années 80 à 2000, où on voulait tout près de soi dans son entreprise, et tout maîtriser, et avoir une indépendance vis-à-vis de ces gros serveurs. Et puis aujourd'hui, en fait, on voit qu'on est beaucoup plus pragmatique, on fait en sorte d'utiliser au mieux l'ensemble de ces ressources, et on va répartir l'effort, les calculs, la puissance, les capteurs, et ainsi de suite, sur l'ensemble de la chaîne qui est à notre disposition. Alors du coup, oui, on a bien dit, un studio, il ne fait pas ce qu'on veut, je confirme. Du coup, on en arrive à ça. Du coup, on a connu l'ère de l'ordinateur de bureau. Hein, vous vous souvenez, il y a un type un peu fou qui avait dit moi j'aimerais bien qu'il y ait un ordinateur sur chaque bureau.
ce type-là, en fait, s'est un peu trompé. On le connaît bien, nous. Rapport au fait qu'en fait, il a manqué d'ambition. Il y a beaucoup plus qu'un ordinateur dans chaque bureau. On en a tous dans la poche. Vous avez tous un smartphone. On en a plusieurs autour de nous. On en a dans notre télé, on en a dans notre console, et ainsi de suite. Donc, on va dire que cette ère-là est bien remplie. L'ère du smartphone, donc on vient d'en parler, hein, c'est l'avènement de l'ordinateur miniaturisé qu'on a tous avec soi, et donc on a tous une puissance de calcul dans la poche. Et ce que l'on pense, c'est que la prochaine génération sera liée à cette réalité mixte, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre le monde réel et le monde numérique, qui aujourd'hui est vraiment fracturé. On voit que c'est deux éléments complètement différents. Or, nous, humains, on fait le lien. C'est à nous de faire l'effort de comprendre l'ordinateur. Et on essaie de faire en sorte qu'il nous comprenne un petit peu. Mais il y a une bataille et on pense qu'en fait, il va y avoir une alliance. Et que c'est la réalité mixte qui va réunir les deux pour le plus grand bonheur de nos petites personnes. On n'est pas le seul à le penser. De grands futurologues avaient imaginé la chose bien avant nous, puisque vous voyez, dès 1989, ça a été documenté richement, de façon scientifique. Donc, alors, si on regarde un petit peu, comparé aux éléments connus, hein, la réalité mixte, ce que c'est bien sûr le monde physique tel qu'on le connaît, la vraie vie, et puis le monde numérique d'un côté. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment ces deux paradigmes, et l'idée, c'est d'essayer de les conjuguer. Donc, ça donne quoi? Ça donne un smartphone qui est capable de faire de la réalité augmentée. J'ajoute des éléments numériques dans un monde réel. Et puis, d'un autre côté, j'ai la réalité virtuelle qui, lui, va me détacher totalement du réel pour m'emmener dans le numérique. Très immersif, très différent. La réalité mixte, elle, va essayer de joindre les deux. Et de faire en sorte que, bien que nous ayons des éléments numériques dans du réel, je vais pouvoir interagir avec ces éléments numériques aussi bien qu'avec des éléments réels. Donc ce mix, vous avez eu... il n'est pas forcément toujours facile à situer, de savoir dans quel cadre l'on est. Il a été illustré, encore une fois, très bien documenté. Ça, vous l'avez vu, d'accord, Ready Player One. Donc là, on est vraiment dans la partie VR. Et ici aussi. Alors là, c'est un peu plus touchy. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est d'après vous? Ouais, Dark Vador. Et donc, Dark Vador, il fait quoi, lui? Il est en VR, il est en... Ah oui, mais attends, mais c'est une question importante. Version 48 de HoloLens, ouais, pas loin. Le fait est, c'est qu'on pourrait se dire que c'est de la réalité augmentée. D'accord? Il voit des choses supplémentaires. Sauf que Dark Vador, n'oubliez pas qu'il est équipé de force, et avec la force, je suis capable d'interagir avec des objets physiques ou numériques, ça ne me pose pas de problème, je maîtrise la force. Donc il est probablement dans de la réalité mixte. Tu es d'accord? Par contre, on avait dit 10 minutes, Alex, ouais, pour le début. C'est bon? Je suis bon là, non? Donc forcément, on peut faire tout un tas de choses hyper intéressantes avec les scénarios collaboratifs, se faire aider à distance, etc. Moi, il y a deux scénarios que j'aimerais vous détailler. C'est ceux-là. Là, vous reconnaissez Cédric Villani, hein, personnage ô combien intéressant dans le gouvernement. Pardon? Bon, c'est pas forcément le seul, mais en tout cas, il est très intéressant. Qui lui a dit, bah voilà, pour transmettre le savoir, pour transmettre la passion des mathématiques, pour faire comprendre des éléments complexes au plus grand nombre, peut-être que la réalité augmentée sera une solution hyper intéressante, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'algorithmes et de composants mathématiques qui se matérialisent très très bien visuellement, qui s'expliquent, qui peuvent se manipuler, qui peuvent aider à comprendre des concepts parfois un peu complexes. Donc voilà une expérience qu'on a pu faire avec du coup l'Institut Henri Poincaré. Deuxième élément hyper intéressant, ça c'est le musée des plans et reliefs de Paris. Donc là, musée hyper intéressant où il y a des maquettes assez anciennes de monuments, etc. Bon, ça fait un petit peu vieillot, sauf que vous ajoutez par-dessus cela de la réalité mixte et tout d'un coup, on peut interagir avec les monuments et les faire parler bien plus que ne le feraient les maquettes. Imaginez ce que ça donnerait ça aujourd'hui avec HoloLens pour faire parler Notre-Dame, par exemple, et de dire, tiens, on pourrait visiter la charpente de Notre-Dame telle qu'elle était, voir un petit peu, parce qu'on en parle tous, on a vu un tas de cendres, mais on ne sait pas exactement à quel point c'était fantastique ce qu'il y avait en dessous de cette huile. Allez, on va accélérer un petit peu. Maintenant qu'on a fait cette petite mise en jambe, on est extrêmement fiers de pouvoir aujourd'hui vous parler un tout petit peu de HoloLens 2. Donc, superbe produit,
itération avec pas mal de nouveautés, puisqu'on a revu totalement l'ergonomie du produit. Vous avez vu Sébastien le mettre tout à l'heure. Donc il faut quand même avoir un petit peu la main pour l'ajuster. Là, ça se fait tout seul, c'est super pratique, hyper confortable pour des sessions toujours plus longues. On peut ajuster en effet les relevés pour justement basculer du monde de la réalité mixte vers un certain confort plus habituel. On a pris en compte la demande qui était la plus fréquente qu'on avait, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir une expérience encore plus immersive, un champ de vision plus large? Oui, ça a été fait. Vous voyez, là, on a multiplié par 2 le champ de vue du produit. Donc là, ça change totalement l'expérience qu'on peut avoir avec. Le hardware a été revu, upscale à tout va, plus puissant, que ce soit au niveau des capteurs ou au niveau de la puissance de calcul. Donc du coup, on peut se permettre d'avoir des éléments, des bases de travail beaucoup plus fines. Là, exemple, vous avez tous en tête que l'HoloLens est un ordinateur portable autonome avec de nombreux capteurs qui est capable de comprendre son environnement. Et donc là, dès qu'on le branche, il analyse automatiquement la pièce et ses composantes et il fait ce maillage 3D. Là, on a un maillage beaucoup plus fin qui nous permet d'avoir justement des positionnements d'objets beaucoup plus réalistes. Ensuite, l'expérience et l'interaction avec les objets. Avant, on était obligé d'avoir des gestures bien précises, quelque part qu'il fallait apprendre. Aujourd'hui, c'est extrêmement naturel. Vous manipulez les objets virtuels comme vous manipulez les objets réels. C'est un très grand progrès. J'appuie encore une fois sur le mauvais bouton. Autre innovation, ici, un capteur rétinien donc, qui va nous permettre d'avoir 2 éléments de l'eye tracking pour savoir où regarde l'utilisateur. Et donc, c'est un capteur supplémentaire pour comprendre quelle est sa volonté et lui afficher les informations qui correspondent, mais aussi d'un élément de sécurité important puisque compatible Windows Hello, lorsqu'on se présente à lui, il nous reconnaît et automatiquement nous procure l'expérience qui nous est désignée suite à l'authentification. Mais ce qui nous amène là, c'est de faire le lien entre la réalité mixte dont on vient de parler et l'intelligence artificielle. On va voir comment l'intelligence artificielle va permettre de décupler les pouvoirs amenés par cette réalité mixte pour vraiment l'utiliser à fond. Donc un exemple, scénario tout bête, imaginez-vous, projetez-vous dans quelques années, vous souhaitez faire un shopping, et là, vous vous promenez devant des vêtements et vous trouvez immédiatement le vêtement à votre taille. Vous voyez ? Là, encore une fois, Hollywood l'a imaginé avant nous. Shopping un peu particulier, mais voilà, on comprend bien le concept. Donc, transition trouvée, intelligence artificielle, voilà ce que ça donne. Je vous laisse parcourir ça vraiment en diagonale. Retenez que quelqu'un a dit que dans 10 ans, on aurait la reconnaissance de la parole parfaite qui nous permettrait d'interagir de façon très naturelle avec les ordinateurs. Voilà. Il a aussi dit, ce même monsieur, que vraisemblablement, comme tous les ordinateurs sont équipés de caméras, et que les logiciels qui équiperont ces ordinateurs sont suffisamment puissants pour nous permettre, pour permettre à ces ordinateurs de nous reconnaître, d'interagir avec nous. D'accord ? Vous y croyez à ça ? C'est un peu ce qu'on vit finalement, non ? Bon, ce monsieur, c'était un certain Bill Gates, et la chose qui était marrante, c'est que c'était il y a plus de 20 ans déjà. Donc c'est là qu'on voit le pouvoir de la vision et de dire, bah oui, certains voient ce qui va se passer dans l'avenir. Notez que je vais taquiner un petit peu Bill sur ce coup, mais Stanley Kubrick l'avait vu en 68. L'interaction vocale pouvait jouer un grand rôle là aussi à Hollywood. L'intelligence artificielle pour le Microsoft, c'est très bon. Je suis toujours dans les temps ? Tu m'arrêtes, hein ? T'as déjà dépassé là, Alex. De combien ? Oh là là. Non mais vas-y. On va rien pouvoir montrer après. Hein. Non, si c'est bon. Non, je suis encore largement dedans. Vas-y. Tu fais exprès en fait. Hein. Pour le coup, ça a été hyper important pour nous. Vous savez que, au vu de ce que je vous ai raconté de ce cher Bill, c'est quelque chose auquel tout Microsoft tient particulièrement. On investit énormément dedans. On y croit. On pense que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va créer ce lien, en tout cas qui va le réduire au maximum, qui va réduire l'écart au maximum entre le numérique et le monde réel, entre l'humain et la machine. Et c'est pour ça qu'on a énormément investi dedans. Ces dernières années, ça a donné des résultats absolument exceptionnels, puisqu'on a franchi un cap hyper important. Sur, par exemple, la reconnaissance d'objets, depuis 2016, on a des taux de reconnaissance qui sont meilleurs que celles de l'humain. Depuis 2017, on a une reconnaissance de la parole qui est meilleure
que celle de l'humain, c'est-à-dire que le taux d'erreur est inférieur. Depuis 2018, on a une compréhension des textes qui est meilleure que l'humain. Et enfin, depuis mars 2018, donc à peu près en même temps, on a des capacités à traduire qui sont meilleures que celles de l'humain, encore une fois. Notez que dans tous ces projets, qui sont des projets documentés publics, ces projets de recherche sur lesquels beaucoup de compagnies s'acharnent, c'est un petit peu le jalon pour mesurer les progrès des uns et des autres. Microsoft est impliqué dans tous ces projets. Donc on y tient énormément. Ces travaux, ils vous servent, puisque vous pouvez utiliser des services qui émanent de ces travaux. Donc des services que l'on appelle les cognitive services, donc les services cognitifs, les services qui reprennent les sens cognitifs de l'humain, les services qui vont pouvoir permettre aux machines de comprendre les humains, donc à vos applications, d'avoir des interactions naturelles avec l'humain. Donc la vision, la parole, le langage, et ainsi de suite. Pour être très concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un simple appel d'API dans vos applications, vous pouvez comprendre ce qu'il y a sur une image, comprendre ce que dit un utilisateur, le sens de ses phrases, la notion temporelle, les qualificatifs employés et ainsi de suite, pour prendre des décisions dans vos applications, pour faire par exemple des chatbots ou des éléments intelligents dans votre application. Et donc j'étais à peu près dans les temps si je me trompe. Ça te va ça? Donc on va passer aux démos. Et maintenant on passe au plus important, à savoir les démos. Alors, on va vous montrer des démonstrations de cette vision-là avec différentes choses. Et notamment, je vais commencer par une application mobile. Parce que même si HoloLens est un super produit, on n'a pas la chance d'avoir encore tous des HoloLens dans la main. Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas mélanger, mixer l'intelligence artificielle et les scénarios de réalité mixte, réalité augmentée. Donc avec Sébastien, on s'est attaqué à un problème très important qui nous concerne à tous les deux et qui vous concerne peut-être d'ailleurs vous tous ici dans la salle. On aime bien manger et on va à des conférences et on aimerait quand même garder un peu la ligne. Mais il y a des buffets souvent dans les conférences et on ne sait pas trop vraiment quoi choisir entre une banane et une madeleine. On ne sait pas trop lequel est le bon pour nous ou pas. Donc on a essayé d'utiliser de l'intelligence artificielle et la réalité augmentée pour vraiment servir cette cause qui va faire avancer le monde. Donc on peut peut-être passer sur du coup l'écran. Yes. Donc la première chose, c'est que même si on a aujourd'hui avec tout un tas d'outils chez Android, chez iOS ou chez HoloLens, des outils qui vous permettent de créer des scénarios d'intelligence, de réalité augmentée, donc de comprendre par exemple qu'il y a une table, qui a des objets, etc., et pouvoir positionner vous des objets ou des éléments dans l'espace, faut-il encore comprendre ce qui est posé sur la table? Et ça, c'est le premier problème auquel on va essayer de s'adresser, c'est sur la table, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une banane ou est-ce que j'ai un Kinder Country? Pour faire ça, j'utilise un service qui s'appelle Custom Vision, qui est un des services cognitifs qui me permet en fait de faire de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images sans rien connaître à l'intelligence artificielle. Alors pour ce faire, donc j'ai créé un compte, j'ai créé un projet et puis j'ai envoyé des photos de pommes, de bananes et de Kinder Country que j'ai trouvé sur Internet. Et en fait c'est assez simple. Donc je me suis rendu compte par exemple ici que Devox, il n'y avait pas de Kinder Country. J'étais très très déçu. Donc je suis allé prendre des images de madeleine tout à l'heure. Et donc si je veux rajouter le support des madeleines dans mon algo d'IA, je vais sélectionner ces photos de madeleine. Et puis je vais lui apprendre que c'est effectivement une madeleine et pas un Kinder Country. J'envoie les images et donc ça va ajouter les images à mes données d'entraînement. Donc là, tu veux dire que sans être data scientist, tu entraînes un modèle de machine learning pour reconnaître des objets. Exactement. Et c'est tout l'intérêt. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a déjà des modèles qui sont pré-entraînés et on va venir faire juste une couche d'apprentissage final. Ça s'appelle du transfer learning, s'il y en a certains qui ont des connaissances en AI. Ce qui fait que je vais avoir une qualité en fait dans mon modèle qui est assez époustouflante alors que j'ai quasiment aucune image. Pour commencer à utiliser Custom Vision, il suffit seulement de 5 images par tag. Donc ça vous permet d'utiliser ça sans avoir des milliers d'images déjà faites. Alors là, c'est quand même ultra impressionnant. 100% en qualité de précision machine learning. Tu as la pression pour les démos derrière. Hein.
Non, là, il y a un petit biais dans mon algorithme. Je me suis basé dans Custom Vision sur un algorithme qui est déjà pré-entraîné pour reconnaître la nourriture. Donc ça va déjà beaucoup m'aider. Et la deuxième, c'est que j'ai un petit biais dans mon algorithme, dans mon données, qui permet de calculer la qualité. Et vous le verrez peut-être ou pas dans les démos, mais ça a été entraîné sur des bananes normales. Et il faut savoir que la durée de vie d'une banane à Devox est de moins d'une journée. Donc on va voir si tout à l'heure ça marche plutôt bien. Alors, pour utiliser ce modèle-là, j'ai fait une petite application Android. Donc, juste pour détailler, ton modèle de machine learning, de reconnaissance, il est accessible par Internet hébergé sur Azure, c'est ça? Exactement. Là, j'ai pris la version très simple. Il y a une API REST HTTP qui me renvoie un JSON. Je lui envoie directement le stream de la photo et il me renvoie un JSON qui me dit ce qu'il a reconnu sur l'image. Donc, version très très simple et version connectée. Donc, je vais vous partager l'écran. Et puis, donc, on va voir si, hop là, si ça marche bien. Il y a une banane sur deux qui marche d'après les tests que j'ai fait juste avant. Yeah. Alors, pour montrer que c'est pas écrit banane en dur, il y en a qui font ça, il paraît. Mettre des trucs en dur. Kinder Country. On me dit dans la salle que c'est un coup sur deux en fait. Ah, c'est un coup sur deux. Alors, je fais qui lève la main pour que je fasse. Alors, levez la main si vous voulez que je fasse banane et restez baissé si vous voulez que je fasse Kinder Country. Bon, je refais Kinder Country du coup. Bon, je vais en faire un autre. Hein, donc, tu peux le manger si tu veux en attendant. Hop là. Kinder Country. Ah! Exactement. Alors ça, c'est très important, ça va me permettre le temps que... Kinder Country. Ça va me permettre de vous montrer une autre fonctionnalité qui est souvent importante dans les modèles de machine learning. Là, j'ai commencé avec 5 images. C'est rien du tout. Vous allez voir un data scientist qui n'a pas déjà de modèle entraîné et demandez-lui de faire ça avec 5 images d'entraînement. C'est juste impossible. Donc, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va mettre le modèle entre les mains de l'utilisateur, on va acquérir des images, notamment avec des fonds différents, avec des conditions d'éclairage différentes, etc., jusqu'à atteindre en fait une qualité qui est suffisante. Et après, en fonction des domaines, soit vous allez tomber sur un domaine où votre modèle il va pas changer parce que les conditions vont pas changer, etc., donc il va être stable pendant des années, soit vous allez tomber sur un modèle qui évolue tout le temps, il va falloir le faire évoluer tout le temps. Et ça, c'est intégré dans le dernier onglet de Custom Vision, où en fait, je peux voir les prédictions qui ont été faites sur l'API, et donc je vais pouvoir aller lui dire, donc je suis sur l'itération 1, tout en bas, je ne l'ai pas là, mais vous pouvez le voir en fait qu'il a noté, ah oui ça c'est chez moi, les images qu'il a détectées, et si jamais le modèle a mal compris, ben en fait je vais pouvoir venir lui dire ici, non mais c'est bien un Kinder Country, et donc je vais améliorer le modèle pour les prochaines fois. Donc ça c'est très bien Christopher. Moi j'ai une autre idée, tu vois, avec HoloLens, généralement on peut être dans des environnements complètement déconnectés. Donc là on est en train de regarder pour des aliments, mais imaginons qu'on soit dans la rue en train de sauver une personne qui a eu un malaise, donc un urgentiste qui va faire des gestes, qui a besoin d'avoir de l'assistance un peu d'IA, ou dans une usine ou centrale nucléaire, on n'a pas forcément de connexion réseau. Est-ce que ce modèle-là, pas pour reconnaître des Kinder Country, mais pour reconnaître des éléments visuels, des machines, etc., on peut le sortir et l'exécuter localement? Alors, en effet, des scénarios de réalité augmentée ou de réalité mixte, il peut se passer partout et dans des endroits où on n'a pas accès à Internet, soit parce qu'on n'a pas accès à Internet, soit pour des raisons tout simplement techniques, de sûreté, etc. Ou aussi peut-être parce que vous ne voulez pas envoyer les données réelles sur le cloud pour X raisons. Et donc, si je retourne ici dans mon Custom Vision, je peux récupérer l'URL, mais en fait, j'ai un petit bouton Export. L'idée, c'est que je vais faire mon entraînement dans Azure, donc je vais bénéficier de la puissance du cloud pour entraîner mon modèle, mais quand je veux utiliser mon modèle, je vais venir l'exporter, et comme tu vois, on a tout un tas de formats.
Alors on peut l'exporter en CoreML ou en TensorFlow pour l'avoir sur iOS ou Android. Ça veut dire que l'inférence, la phase où j'envoie une image et je récupère un résultat, elle est exécutée en local sur le téléphone. Pour toi, je pense qu'il te faut ONNX. ONNX, c'est un format open source avec lequel on travaille beaucoup avec Facebook pour échanger des modèles de machine learning. Mais on pourrait aussi l'exporter, par exemple, dans une image Docker et exposer une API REST dans cette image Docker et donc vous permettre là aussi de l'exécuter, par exemple sur un Raspberry Pi ou à l'intérieur de votre réseau. Donc c'est ce que j'ai fait juste avant la démonstration. En fait, j'ai pris mon modèle entraîné, un ONNX, et je te l'ai passé. Exactement. Et alors toi, du coup, tu es passé au cran au-dessus, Alors, il me semble. Alors, je suis passé un cran au-dessus pour justement illustrer un petit peu ton raisonnement avec ce formidable device. Donc, j'ai récupéré ton modèle que j'ai intégré à une application, donc Unity, qui permet de développer des applications en 3 dimensions. Donc, j'ai fait une application vraiment on ne plus simple avec une caméra, un champ de vision pour donner une petite sortie vidéo de ce que le modèle reconnaît. Donc, dans cette application Unity, j'ai récupéré ton modèle que j'ai mis ici en ressource. Là, vous voyez ici le modèle qui va être récupéré localement. J'aurais pu le mettre sur un blob Azure pour le récupérer de façon dynamique. Et dans un des scripts que j'ai ici positionné, je démarre la capture en vidéo en temps réel pour pouvoir évaluer le modèle localement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Unity et la partie Mixity, donc c'est un environnement qu'on utilise pour créer donc des jeux vidéo, des séquences 3 dimensions. On l'utilise pour iOS, pour Android, pour Windows, pour créer des applications de réalité augmentée ou mixte. Donc lorsqu'on compile une application avec Unity, on ne va pas sortir un exécutable ou une application qui va directement pouvoir tourner sur une machine. On va sortir un projet de type UWP. Donc avec le petit bouton Build ici, on sort un projet de ce type-là, donc avec une classe librairie, puis le projet réellement UWP avec le manifeste qu'on connaît, ou pas d'ailleurs, mais qui permet de donner les capabilities de l'application, à savoir l'accès au microphone ou la caméra, etc. Donc le code que j'ai pu écrire dans Unity il se retrouve ici, très simplement. Donc au démarrage, j'ai une petite routine de démarrage qui fait en sorte de commencer la capture du flux vidéo. Donc le but, c'est pas de vous montrer le code en détail, mais sachez que voilà, j'aime bien cette boucle-là, elle est assez rigolote. Donc sans vous donner les détails, je capture le flux vidéo en temps réel et sur chaque frame qui n'est pas vide, qui est active, etc., en fonction de la disponibilité du périphérique, je l'évalue sur mon modèle de machine learning que j'ai pu télécharger. Donc pour ce faire, j'ai fait une petite classe helper. Donc si je vais dans cette méthode-là, je vais évaluer mon modèle en prenant ici mon modèle en entrée. Donc je vous passe des détails parce qu'effectivement le modèle il se trouve ici. Donc ça c'est un code qui est tout à fait générique qui permet de charger tout modèle Onyx sur Windows. Et si je reviens ici, voilà, la ligne de commande qui m'intéresse, c'est celle-ci. À partir de mon modèle, je l'évalue localement et j'en ressors du texte qui va m'indiquer voilà, quelle est la prédiction. Donc on va la voir ici. Avec l'élément qui a été prédit et la fiabilité donc, de la prédiction. Donc la subtilité pour cette application-là, donc je vais le débugger sur mon HoloLens en Wi-Fi, parce que la subtilité c'est que comme j'ai un accès exclusif à la caméra parce que je vais récupérer le flux vidéo, je n'ai pas la possibilité de vous le présenter par l'écran. Donc on va essayer de voir si on peut sortir sur l'écran la trace de débugage pour avoir un peu plus d'informations et voir si j'arrive bien à reconnaître les Kinder Country et les bananes. Donc là je suis en débugage à travers le Wi-Fi, parce que voilà, je ne voulais pas faire quelque chose de simple, contrairement à parler sur quelques diapositives comme mon cher ami Alex, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Alors. C'est moche ça, dis donc. Non, mais c'est. Et j'ai un micro, t'es dingue. Alors,
Donc moi, je vois quelques éléments et je fais en sorte de pouvoir vous afficher, pas grand-chose d'ailleurs, hein. Ah si, on voit, Il a on voit détecté quelques, le Kinder Country, on ouais. voit quelques éléments. Alors, je vais positionner l'écran ici, voilà. Donc, C'est pas le zoom live. voilà. Donc là, vous devez voir que j'ai détecté un Kinder Country à 98%, 97%. Donc l'évaluation, pardon. Alors je vais effacer ça, tac. Donc là, ça prend à peu près. Alors, c'est pas un modèle, notamment l'appli Unity, elle n'est pas générée en mode full release distribution, donc la performance n'est pas au maximum. Et donc là, ça prend, dans les conditions actuelles, voilà, à peu près 2 secondes pour identifier ce qu'il y a sur l'objet en local sur la machine, en local dans le casque HoloLens. Et banane, ouais. Et deux. T'as un téléphone, t'as une caméra sur ton téléphone, on peut essayer de voir ce qu'on verrait Ouais, à travers. on peut essayer. Alors c'est une haute technologie. Alors vous inquiétez pas, pour l'autre démo, si on arrive à la faire fonctionner, on vous affichera quelque chose à l'écran. Ça marche bien, dis donc. Ah voilà, c'était le temps qui se cale. Hop. Kinder Country. Bon, c'est assez flou, mais voilà. Le principe, c'est bon. Vous voyez, la réalité mixte ou augmentée, elle est assez imitée. J'ai fait juste un petit bout de texte devant, mais on va aller un peu plus loin juste après. Donc là, le modèle met 2-3 secondes à s'exécuter. Je ne sais pas ce que tu as fait dedans, mais lorsque je faisais vraiment des tests, un débugage, j'étais plutôt sur 300 millisecondes, donc 2-3 images par seconde, c'était quand même pas plus intéressant. Donc ça, c'est la première partie pour travailler avec, voilà, comprendre mieux notre environnement. Oui. Voilà, c'est un exemple assez inintéressant, mais il peut y avoir quand même des cas bien pratiques dans les industries, dans la vie de tous les jours. Un des cas sur lequel je suis en train de Parle travailler. pour toi qui est tout fin, là, mais et nous, comment on fait? Moi, je pensais plutôt à un autre cas qui peut être beaucoup plus intéressant d'interaction entre des applications et puis l'être humain, c'est la voix. Tout à fait. Là, c'est un des sens, finalement. Si on a ajouté, entre guillemets, le sens de la vue à la machine, et dans des cas de réalité augmentée, on a d'autres sens que l'on peut solliciter. Et l'un des sens qu'il faudrait ajouter pour augmenter cette immersivité, c'est effectivement la voix. Donc, la voix, toi, tu es déjà capable de faire quelque chose dans la voix. Sur HoloLens, même sur nos téléphones fixes, on a des API intégrées dans l'OS qui permettent de parler et de récupérer un texte. Ça, ça se fait déjà et c'est déjà intégré. Vous l'avez peut-être déjà implémenté dans vos applis. Par contre, une fois qu'on a le texte, il faut comprendre ce que l'utilisateur voulait nous dire. Arriver à passer des caractères, de la chaîne de caractères à l'intention. Et donc ça, on a un autre service qui existe pour ça, qui s'appelle Louis, qui est utilisé dans des scénarios de chatbot, mais en fait qui a tout à fait sa place dans un scénario de réalité augmentée, où en fait on va définir ce qu'on appelle des intents, c'est-à-dire des intentions, des actions que veut effectuer l'utilisateur. Donc là, on en a défini un certain nombre par afficher les calories, afficher ou cacher la nourriture qui serait pas bonne pour nous aider à atteindre notre objectif. Et puis pour chacun en fait de ces éléments-là, on lui a donné des phrases d'exemple pour que cette intelligence artificielle apprenne, même si on ne dit pas tout à fait la phrase qui est indiquée. L'idée, c'est pas de faire un gros if, mais l'idée, c'est que la personne elle puisse parler de manière naturelle et qu'on puisse quand même comprendre ce qu'elle veut nous dire. Donc on lui a donné un certain nombre d'exemples. Et là, on a fait quelque chose un petit peu plus loin. On peut voir si je passe Give me some food, ça m'affiche Give me some Kinder. Parce qu'en fait, la phrase que j'ai entraînée, c'est Give me some Kinder, sauf que je lui ai appris qu'en plus, dans cette phrase, il y avait un élément qui pouvait être remplacé, en fait, et que Kinder, il aurait pu dire banane, il aurait pu dire pomme. La phrase aurait eu le même sens. Donc je veux que ça soit cette intention-là, mais en plus, je vais capturer une variable, une information en plus. Qu'on définit ici, c'est ce qu'on appelle les entités, pour récupérer cette entité-là, pour pouvoir la travailler. Dans ton scénario de réalité augmentée, on pourrait très bien viser un objet et lui dire affiche-moi les calories de ce que je vise, mais c'est plus naturel si je prends ici la photo de la table avec des madeleines, etc., de dire affiche-moi les calories des madeleines. Et quel que soit ce qu'il y a dans le champ visuel en fait, de votre téléphone portable ou de votre application, qu'on affiche vraiment l'information en surimpression de l'objet qu'on veut. Donc c'est ça qu'on essaie de. T'inquiète pas, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc moi je t'ai entraîné ça et puis je t'ai passé pareil une petite API REST
pour que tu puisses jouer. Très bien, donc comprenez bien que là, évidemment, avec un microphone sur le lens, sur un téléphone, on peut parler. Donne-moi des bananes, s'il te plaît, parce que moi je suis poli. Et après, comment est-ce que d'un point de vue programmation, on sait qu'il faut faire une action pour afficher des bananes ou afficher des pommes? C'est ça que Louis permet de résoudre. Donc je t'envoie le texte que l'appareil a compris, donc le texte en anglais, et toi, avec Louis, tu es capable de me sortir du JSON qui va me dire, voilà, le verbe, l'action, c'est donner des fruits, et quel est le paramètre, c'est une banane ou un Kinder, etc. Exactement. Donc, on va faire un peu de pratique. Donc, toujours pareil, un projet Unity avec plusieurs objets ici. Voilà. Donc, j'ai remis une petite table, une banane, un cookie. Je n'avais pas le modèle de Kinder Country en 3D, excuse-moi. Mais voilà. Le principe de cette application-là, sur la caméra, j'ai quelques petits scripts pour gérer le microphone. Donc je prends le flux audio, j'essaie de détecter les pauses pour pouvoir avoir un petit flux et l'envoyer à mon système pour qu'il me donne la chaîne de caractères qui a été reconnue de ce que l'utilisateur a pu dire. Et cette chaîne-là, je te l'envoie à ton service Louis, qui me renvoie en retour action, masquer, afficher, des fruits, etc. et lequel. Tout à fait. Cette logique-là, je la fais dans ma classe Louis Manager. Donc si je bascule sur le... Alors je vais arrêter le débugage qui tourne depuis tout à l'heure de mon application, qui était celle-ci. Voilà, j'ai consommé quand même pas mal d'électrons là depuis tout à l'heure. Ça me gêne un petit peu, mais bon. On va rebasculer sur mon application Louis ici. Donc je me retrouve avec le code ici. Donc le code du microphone, il est très simple. Voilà, je lance la capture ici avec un peu de tuyauterie, mais à partir du moment où la capture est lancée, je m'abonne à un événement qui me dit voilà, donne-moi le texte qui a été reconnu. Et ce texte qui a été reconnu, voilà, je l'envoie à ma classe Louis Manager, à mon instance. Et donc si je regarde le code qui est derrière ici, alors, hop, je reviens ici, c'était mon débugage qui s'arrêtait. Je trouve ici, voilà, Saint-Louis. Je me retrouve ici. Donc j'envoie à Louis avec un objet de type Unity Web Request, donc l'objet Unity pour faire un appel HTTP tout simplement. Donc je lui envoie le texte de caractère et je récupère ici le résultat que je mets dans une petite classe pour pouvoir intercepter et interpréter le JSON. Derrière, donc je renvoie cette classe-là et je l'envoie à ma petite fonction qui permet d'analyser ce qui a été compris. Donc qu'est-ce qui a été compris? C'est l'intention. Donc toujours pareil, c'est avec des statistiques. Voilà, j'ai compris à 95% que tu voulais afficher plus de fruits ou à 80% que tu voulais masquer tel fruit. Et ensuite, je récupère aussi quelles sont les entités, donc les fameux paramètres sur lesquels je vais agir. Et en fonction de ceci, si je descends un peu plus bas, en fonction de l'intention que j'ai choisie ici, je vais pouvoir soit afficher les calories, bon là j'ai pas le temps, hein, mais je peux afficher plus de fruits ou masquer certains fruits, etc. Ou les rendre plus grands ou plus petits. Donc derrière, c'est là qui est intéressant, c'est que tu m'as donné des actions et des paramètres. Moi derrière, je peux avec mon code faire des actions sur des réels objets, des objets 3D. Et donc si je regarde ici le code que j'ai dans ma classe Behavior, typiquement le F12 ne fonctionne pas, c'est pas très grave, je vais aller ici. Voilà, pour aller chercher l'objet par exemple, je me retrouve ici, dans cette classe, dans cette méthode-là, parce que moi je récupère le nom de l'objet, banana, cookie ou Apple, et à ce moment-là, en fonction du texte que j'ai, je peux lui affecter mon objet. Ça, c'est un objet Unity 3D, un GameObject. Et je vais pouvoir y agir dessus. Et donc, pour agir dessus, si je veux changer la taille, par exemple, mon objet que je récupère ici, voilà, font target, je peux changer la taille avec un vecteur là pour l'agrandir par 2. Ou je peux éventuellement afficher plus d'objets. À ce moment-là, j'ai pris une petite routine
ici pour créer plus d'objets. Donc j'ai hardcodé à 80, je me suis dit 80 c'était pas mal. On va le... Du coup, tu vas nous montrer des pommes? Alors oui, moi j'ai des pommes, effectivement, je suis un peu plus healthy, on va dire. Alors, la petite difficulté, c'est que là, on va essayer de projeter ce que je vois avec Miracast directement sur mon ordinateur. Donc, connect. Voilà. Donc, mon ordinateur va servir de cible à Miracast. J'ai la petite notification ici. Donc l'application ne se lance pas, il faut que je la lance par contre, oui, c'est ça, oui. Donc je l'ai ici. Donc le menu démarrer, donc Windows, vous l'affichez comme ceci. Voilà, mon application se trouve dans la liste ici. Voilà. Donc on est en mode debug, donc les performances ne sont pas forcément optimales, mais voilà, on est entre nous, hein, on va pas... Donc je vais avoir la petite mire de lancement Unity. Et donc j'ai dessiné ma petite table avec mes objets, voilà, très bien. Show me more Apple. « 80. Pensez à venir chercher votre pomme virtuelle à la fin de la session. Hide cookie. Hide banana. Alors ma routine de gestion du micro ne fonctionne pas forcément à 100%. Je vais redémarrer Moi, je l'application. pense que c'est l'accent, en fait. Ouais, j'aurais pas dû te lancer, Alex, mais c'est de bonne guerre. Donc ça sera la dernière démo de la session. Voilà, on voulait vous montrer quelques éléments d'application de l'intelligence artificielle. Je te laisserai conclure, Alex, juste après, mais je vais essayer de faire quelques verbes supplémentaires parce que j'ai quand même travaillé un minimum. Hein. On avait dit quoi? On avait dit hide. Hide a cookie. Show me more cookie. Ah, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu d'abord le texte qui est apparu. Ça, c'est le texte qui a été reconnu en local par HoloLens. Show me more banana. Et après, par-dessus, on affiche ce qui était reconnu par le service Luis. Show me more Apple. Bon, du coup, je suis pas sûr qu'on arrive à être plus en forme avec tous ces cookies. Hein. On va arrêter là à ce moment-là. Alex, on te laisse conclure. Oh, c'est pas mal quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Ouais. Merci. Bravo les gars, vous avez assuré. C'est pas facile de faire ce type de démo. Hein. Vous avez vu que le setup n'est pas super évident pour faire des présentations. L'expérience de développement est très agréable, mais de le démontrer comme ça, c'est pas toujours extrêmement simple. On est bon, super. Juste 2 mots, puisqu'il nous reste moins de 2 minutes. Très rapidement, quand vous voulez faire de l'AI sur les plateformes Microsoft, vous avez plusieurs options. Là, c'est une des options qui vous a été présentée. La plus simple, celle à l'aide de services, c'est-à-dire que j'ai aucune connaissance en machine learning à avoir pour utiliser ces services. 100% des personnes dans cette salle sont capables d'utiliser ces API-là et de rajouter de l'intelligence dans leurs applications, immédiatement. D'accord ? Vous pouvez aller sur le portail, vous avez des offres gratuites, vous pouvez déjà expérimenter, regarder ce que ça donne, même sans faire de ligne de code, ce que vous a montré Christopher là. Faut pas croire, lui, il sait en faire des lignes de code en vrai. Et là, il a fait semblant de ne pas savoir en faire, il va dans le portail, il teste, il regarde ce que ça donne, il voit si c'est probant ou pas pour lui, et du coup, ensuite, il peut implémenter ça dans son application. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc bien sûr, on a des offres très différentes qui vont du service qu'on vient de voir là, qui se met en place en quelques minutes, jusqu'à la plateforme qui va vous permettre de mettre en production des solutions basées sur du machine learning et du deep learning d'un très haut niveau, basées sur, par exemple, du TensorFlow ou du CNTK et compagnie, et vraiment d'aller très très loin dans ce que vous voulez implémenter.
Et puis on a des plateformes aussi intermédiaires qui vous permettent de modéliser certains algorithmes de machine learning, un peu à la mode Scratch, mais qui représentent un intermédiaire. Vous n'êtes pas dans le prêt-à-porter du service, et vous n'êtes pas non plus dans le sur-mesure de l'implémentation custom d'algorithmes de machine learning. Pardon ? 19 secondes, ouais, ça va le faire. Et donc, bien sûr, ça s'appuie sur des éléments d'infrastructure, notamment des GPU, mais aussi du FPGA, où là, on a des processeurs qui vont pouvoir faire vraiment des prouesses avec vos algorithmes. Et j'en passe tous les outils que l'on a développés autour. Donc, pour résumer, on a dit qu'il y avait du hardware qui nous permet d'exploiter tout ça, que par-dessus, on a un certain nombre de services out of the box que l'on peut utiliser, qu'il y a des plateformes que vous pouvez implémenter à l'intérieur de vos applications, donc typiquement là, les services cognitifs dont on vient de parler. Et enfin, et là je fais un petit appel de deux pieds aux uns aux autres dans cette salle, on s'appuie énormément sur les partenaires, on travaille énormément avec eux pour construire des offres hyper intéressantes autour de HoloLens. On a déjà plusieurs centaines de partenaires qui ont construit des solutions qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je vous en ai présenté quelques-unes tout à l'heure. Donc si vous avez envie de faire quelque chose avec HoloLens, avec la réalité augmentée, avec les services cognitifs, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On aurait pu aller plus loin, et là je vais ouvrir des portes en disant oui, on a créé à l'occasion de la sortie de HoloLens 2 des services qui sont hyper intéressants, notamment si je prends le Special Encores qui va vous permettre de positionner des éléments dans l'espace partageables entre tous, là en l'occurrence utilisables avec les frameworks que vous connaissez tous sur iOS, sur Android et ainsi de suite. Et vous pourrez par exemple partager des éléments tels qu'un objet que vous allez positionner dans l'espace, aux portes de maillot, et que n'importe qui pourrait aller visiter. D'accord ? On a ce type de fonctionnalité hyper intéressante. Deux choses pour conclure. Là, je suis en dépassement d'1 minute et quelques. Super. Ça va être très rapide. Vous retrouverez sur cette URL-là, vous pouvez prendre le QR code si vous souhaitez, l'ensemble du contenu des sessions. Code, slide, pointeur vers les différents éléments que vous pouvez apprécier. Vous retrouverez aussi les comptes Twitter. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez interagir, puisqu'on n'aura pas énormément de temps pour les questions-réponses. Donc ce sera avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions sur le sujet. Tout dernier élément, on a fait en sorte que tout le monde dans la salle puisse repartir avec un goodies, d'accord ? Que vous viviez la meilleure expérience d'Evox possible. Donc déjà, on remercie l'Orga, Alain, merci pour le professionnalisme de cette conférence une fois de plus. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça et j'espère que vous profiterez des dernières heures lors de cette conférence pour vous éclater. Passez tous ici, vous avez tous un petit cadeau pour vous. Merci pour votre écoute. Merci à tous.